La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 15 avril 2024. Il s'appelle ce matin « Est-ce que tout augmente à nouveau ?» Les investisseurs peinent à se forger une opinion claire sur le caractère pérenne ou éphémère de la remontée de l'inflation aux États-Unis, remontée qui pourrait constituer un changement de paradigme pour la politique monétaire. Il faut dire qu'ils ont fort à faire entre l'escalade de la tension au Moyen-Orient et le retour des publications des résultats trimestriels d'entreprises, et pendant ce temps, tout a l'air d'augmenter à nouveau, la prime de risque, la tension géopolitique, les métaux, l'inflation, etc. Les marchés actions sortent d'une semaine globalement négative, à l'exception de la bourse de Tokyo, mais c'est un petit peu une habitude depuis quelques mois, et de la bourse de Londres, ce qui est plus rare et qui a reposé sur la vive hausse des actions liées aux matières premières. On va en reparler un petit peu après. Comme l'a souligné ce matin l'économiste d'une grande banque européenne, on part en vacances 2 semaines et tout a changé sur les marchés actions. Alors il grossit un petit peu le trait, mais il est vrai que les investisseurs sont passés d'une ambiance « l'inflation n'est plus un problème et les taux d'intérêt vont baisser » à « oh au secours, l'inflation revient et l'assouplissement monétaire qu'on tenait pour acquis ne l'est plus ». En tout cas c'est la situation aux États-Unis parce que l'Europe, qui ne peut se targuer d'un rythme de croissance aussi fort que les Américains, pourrait connaître une phase de baisse de taux dès le mois de juin. Enfin ça c'était le scénario jusqu'à vendredi parce que nous allons voir que les événements du week-end pourraient un petit peu rebattre les cartes. Vendredi, Wall Street a d'abord cherché à jouer la partition de l'insouciance en laissant penser que les signaux de reprise de l'inflation lui étaient totalement indifférents, mais les indices ont été rapidement rattrapés par les craintes de voir la situation économique prendre une mauvaise tournure. Et au final, la baisse l'a emporté en maintenant les 3 principaux indices dans leur canal de stagnation récent, pas très éloigné des records signés mi-mars, mais pas vraiment prêt à aller explorer ce qui se passe plus haut non plus. Alors là, j'imagine que parler de canal de stagnation pourrait faire bondir les analystes techniques, mais cela me sert juste à signaler que depuis le début du mois de mars, eh bien les marchés actions font un petit peu du surplace. Venons-en maintenant aux événements des dernières 72 heures. Le premier concerne l'escalade du conflit au Moyen-Orient, le second l'agitation sur le marché des métaux après de nouvelles restrictions qui ciblent l'export russe. Il n'y a pas de relation entre les deux au niveau des causes, mais leurs conséquences se rejoignent sur un point, les matières premières sont sous tension, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour l'inflation. Décidément, on y revient. Au cours du week-end donc, l'Iran a procédé à une attaque d'envergure sur Israël, une attaque spectaculaire par voie aérienne qui n'a eu que peu d'impact au sol. Je vous rappelle que Téhéran avait promis une riposte après la destruction d'un bâtiment appartenant à l'Iran en territoire syrien. Cette offensive marque à la fois une gradation dans les tensions régionales et la relative faiblesse des capacités iraniennes. C'est en tout cas l'impression que cela donne, même si je laisse le soin aux experts d'en débattre. Le principal risque désormais reste une escalade dans l'hypothèse où Israël répliquerait à son tour, ce qui n'est pas encore acquis au moment où je vous parle. Le pétrole, lui, a réagi en vive hausse, c'est logique, mais avant de perdre ses gains, à mesure que les chancelleries occidentales appelaient Israël à la modération en cas de riposte. Ainsi, le baril de Brent est retourné autour de 90 $, les risques restent évidemment orientés à la hausse pour l'or noir. Pour en revenir au second point, vendredi, Washington et Londres ont interdit aux bourses de métaux d'accepter de l'aluminium, du cuivre et du nickel produits par la Russie, tout en interdisant l'importation de ces métaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette décision a fait bondir les cours, en particulier ceux de l'aluminium qui gagnaient 5% ce matin. C'est aussi ce qui avait permis vendredi à la bourse de Londres de reprendre 1% à contre-courant des autres places occidentales. Je vous rappelle que le FTSE 100 comprend 23% de valeurs liées au pétrole et aux mines, bien plus que la majorité des autres grands indices CQFD. Pour bien fixer les choses, et là je dis merci aux économistes d'ING qui ont très bien résumé la situation cette nuit, aucun métal russe produit à partir du 13 avril ne pourra être livré au LME ou au CME. Le LME c'est la bourse de Londres pour les matières premières et le CME c'est son équivalent aux États-Unis à Chicago. En tout cas ce sont les 2 plus gros marchés de matières premières du monde et donc ça pèse. La Russie représente environ 6% de la production mondiale de nickel, 5% de l'aluminium et 4% du cuivre. On se croirait un peu dans richesse du monde, mais les métaux russes sont prépondérants dans les stocks du LME. Par exemple, il représente 36% du nickel dans les entrepôts, 62% du cuivre et 91% de l'aluminium. Toutefois, malgré l'interdiction, ces stocks pourront être écoulés. Hormis le volet géopolitique, la semaine qui s'ouvre va encore tourner autour du sempiternel débat sur les baisses de taux aux États-Unis. Certains ont d'ailleurs déjà réglé le problème, comme la Société Générale, qui n'attend plus aucun assouplissement monétaire de la Fed cette année. La Société Générale qui rejoint un courant encore minoritaire, mais qui fait pas mal de bruit en ce moment. Bank of America n'est pas très éloignée de cette analyse. La banque d'affaires américaine pense, elle, que l'inflation va remonter aux États-Unis dans les mois à venir et que la Réserve fédérale ne baissera ses taux qu'à une seule reprise cette année, en décembre. Alors bien sûr, d'autres pronostiquent 2 baisses de taux, voire toujours 3 baisses de taux. L'avantage quand on couvre l'intégralité du spectre des possibilités, c'est que quelqu'un aura forcément raison. Le problème, c'est que personne ne sait qui.
Je vous donne en supplément ce lundi quelques éléments à retenir pour la semaine. Le 15 avril est la date limite de déclaration des impôts aux États-Unis, sauf cas particulier. C'est aussi la date de naissance de Léonard de Vinci, d'Eugène Poubelle et de Samantha Fox. J'offre un reblochon à venir retirer chez Zone Bourse à Annecy si quelqu'un est capable de trouver un lien cohérent entre ces trois personnalités. Plus sérieusement, l'agenda macro-hebdomadaire compte principalement les ventes de détail américaines qui seront publiées cet après-midi et la première estimation du PIB chinois du premier trimestre qui sera annoncée dans la nuit de lundi à mardi. Sans oublier bien sûr un discours de Jérôme Powell qui sera prononcé mardi à 19h15 heure de Paris, demain donc. L'agenda des sociétés compte une quarantaine de publications de résultats trimestriels d'entreprises pesant plus de 50 milliards de dollars. Parmi elles, Goldman Sachs, United Health, Johnson & Johnson ou encore Netflix aux États-Unis et LVMH, ASML, Rio Tinto et L'Oréal en Europe. À ce propos, la saison des résultats se présente plutôt bien si l'on en croit les analystes financiers. Les bénéfices prévisionnels ont en majorité été revus en hausse pour l'année sur le mois écoulé. Et pour en revenir à ce que j'écrivais plus haut, le renforcement des prix du pétrole et des métaux est un accélérateur des perspectives de résultats. Pourquoi ? Parce que les secteurs de l'énergie et des matériaux avaient plutôt tiré les anticipations vers le bas au cours du premier trimestre. Côté Asie-Pacifique ce matin, le rouge domine largement avec des baisses allant de moins 0,4% en Australie à moins 1,3% à Taïwan. La Corée du Sud et l'Inde lâchent environ 0,6% et Tokyo un peu plus de 1%. En Chine, le Hang Seng perd 0,6%, mais le CSI 300 bondit de plus de 2%. La Chine continentale profite des annonces des autorités vendredi post-clôture. Les régulateurs ont annoncé un projet de règles pour fluidifier les échanges boursiers et protéger les intérêts des investisseurs. Visiblement, Hong Kong et Shanghai n'ont pas tout à fait la même lecture de l'événement. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils sont plutôt haussiers après les pertes de la semaine dernière. Les investisseurs ont l'air de jouer un apaisement de la situation au Moyen-Orient. On passe à l'actu des sociétés. En France, BNP Paribas va finalement racheter la part de 9% détenue par le chinois Fosun dans l'assureur belge Ageas pour environ 730 millions d'euros. La Serbie va acheter des Rafales à Dassault Aviation. Les salariés canadiens d'Airbus parviennent à un accord de principe avec le groupe et Argan a lancé la construction d'une nouvelle plateforme logistique à Chartres. Inot Pharma récupère 4 millions d'euros grâce à l'avancement de son étude clinique avec Sanofi. Les actionnaires de ce local sont à nouveau pris dans un échange d'aide contre capital qui les diluera presque totalement. Et MaaT Pharma présente de nouvelles données pour MaaT 013 lors du congrès EBMT 2024. Du côté des publications, on a aujourd'hui Lucibel et Equinox dans les valeurs moyennes françaises. À l'international, en Europe d'abord, l'italien Prysmian va acquérir l'américain Encore Wire pour 4,2 milliards de dollars en numéraire dans le cadre d'une OPA amicale. Temenos affirme que les affirmations du vendeur à découvert Hindenburg sont inexactes et que ses états financiers restituent correctement la situation financière de l'entreprise. C'est en tout cas ce qu'a conclu un rapport d'enquête du comité spécial du groupe. Les actionnaires d'Unicredit soutiennent un nouveau mandat de l'administrateur délégué Andrea Orcel ainsi qu'une augmentation de salaire. Bystronic déçoit au premier trimestre et prévoit une perte d'ici le mois de juin. CVC Capital Partners compte s'introduire en bourse à Amsterdam et Lufthansa suspend ses vols vers Tel Aviv, Erbil et Amman. Enfin, les actionnaires d'Evolva refusent la liquidation et la sortie de la cote. En Amérique du Nord, Salesforce est en pourparlers avancés pour racheter Informatica selon le Wall Street Journal. Apple nie avoir violé l'ordonnance d'un tribunal américain dans le procès d'Epic Games et Coinbase demande à faire appel d'une partie de l'affaire qui l'oppose à la SEC américaine. La tenue d'athlétisme de l'équipe olympique féminine des USA créée par Nike est inutilement révélatrice et sexiste, estiment les athlètes qui doivent la porter. Simpson Oil, le principal actionnaire de Parkland au Canada, a demandé au conseil d'administration d'entamer immédiatement un examen des alternatives stratégiques du groupe. Et Tesla a réduit le prix des abonnements à la conduite autonome aux États-Unis et au Canada. Du côté de l'Asie-Pacifique, Samsung prend la première place mondiale des vendeurs de smartphones à Apple au T1 selon les chiffres d'IDC et China Vanke reconnaît être sous pression financière et opérationnelle mais affirme avoir mis en place un dispositif pour y faire face. D'ailleurs, le titre montait ce matin en Chine. Du côté des publications du jour, on a Goldman Sachs, Charles Schwab, M&T Bank, Galp Energia, Sulzer ou encore PageGroup. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.